Shalom, bonsoir à toutes et à tous, c'est Pessar Kacher Vesameach, à quelques jours de Chag Pessar. On se retrouve avec Georges Spira pour Midreshet Yehuda Manitou et on continue donc parler des Juifs. Et ce soir, je crois que c'est les Juifs de Touat. Du de Touat. Ouais, salut les gars. Tov. Bon, eh ben, on va attaquer. Alors, dans cette période très trouble et très difficile pour beaucoup de gens, moi j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, je suis tout heureux de le faire. Et voilà. Alors, d'abord, je dois vous annoncer le mariage, là, il y a une dizaine de jours, de la petite fille d'André et Simone Greenspan, qui, par la même occasion, est également la fille de Rav Michael Ben Admon, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui fait de très, très bons cours de philo juive, de philosophie juive. Donc, Mazal Tov aux grands-parents, aux parents et évidemment également aux jeunes couples. Par ailleurs, Daniel Ben Hayem a fiancé une petite fille la semaine dernière également, et Mazal Tov également à Daniel. Et puis, troisième bonne nouvelle, comme jamais 203, c'est Georges et Eliane Veil, nos amis, qui ont marié cette semaine leur première petite fille, il y a une huitaine de jours. Donc, Mazel Tov aux grands-parents et aux parents et également aux jeunes couples. Voilà des bonnes nouvelles et je me réjouis de vous les faire passer. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre petit résumé traditionnel. Je crois que c'est nécessaire parce que c'est assez confus, mon histoire, elle est compliquée. Alors, nous avons vu la dernière fois les incursions judéo-berbères en Afrique noire. Je vous rappelle qu'on est en train de se promener du côté du ventre de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, et il y a des incursions judéo-berbères, ça va très loin, puisque un certain nombre de royaumes juifs vont s'installer en Afrique noire. Alors, dès le IIe siècle déjà, avec les Carthaginois, nous avons un commerce qui s'instaure, commerce de l'or, de l'ivoire et de l'étain. En moins 450, ça c'est encore antérieur, les Carthaginois prennent le détroit de Gibraltar, et ça c'est important parce qu'ils le prennent aux Phéniciens. Donc les Phéniciens étaient les premiers à avoir caboté jusqu'en Espagne, et voilà que les Carthaginois s'installent. Ça ne va évidemment pas durer, vous vous en doutez bien. On a des sources arabes, notamment entre le XIIe et le XIVe siècle, qui nous parlent d'une présence juive en Afrique de l'Ouest. Et les premiers témoins sont des caravaniers entre le 8e et le 11e siècle, qui parlent de peuples juifs installés du côté de Tombouctou. Voilà, 1154, un historien arabe, Al-Idrissi, dit que les Juifs sont installés sur les terres des Lamlam, c'est situé au Ghana, et il y a parmi eux des Juifs noirs. Donc, ça nous indique qu'il y a déjà eu des mélanges de population, évidemment, et ce qui est tout à fait logique, et on va voir qu'on aura d'autres situations du même type. Au 8e siècle, les premiers musulmans arrivent vers le sud du Maroc et l'Afrique, dans le seul but, au départ, de faire du commerce. Quelque temps plus tard, ces fameux lam-lam tomberont en servitude au service des musulmans. Ça, c'est pour les incursions judéo-berbères en Afrique noire. Et puis, on a vu qu'il y avait un certain nombre de royaumes juifs qui se sont installés. Il y a le royaume, inutile de retenir tous les noms, c'est juste pour vous les mentionner, il y en a beaucoup. Il y a les Kamouriya en Mauritanie, qui seront expulsés, qui expulseront leurs juifs un peu plus tard, au XIe siècle, lesquels juifs deviendront des nomades métissés et qui deviendront un nouveau peuple qui s'appelle les Bafours. Les Bafours qui ont une tradition plus ou moins juive, en tout cas rattachée quelque part au judaïsme. Autre petit royaume, le royaume de Limi, et un historien arabe aussi, Ibn Saïd, dit que les habitants lisent la Tawrat. La Tawrat, T-A-W-R-A-T, évidemment, on fait très vite le rapprochement avec la Torah. Autre petit royaume, les Karafoun, avec les Djinawa. Alors, eux, ils viennent du Maghreb, en fait, qui sont des Juifs qui vont se convertir à l'islam vers 1350. Un autre petit royaume, les Mandes, très puissants
au XIVe siècle, entre 1325 et 1433. Et un historien ethnologue du XXe siècle, le père Diallo, se dit frappé par les similitudes entre les traditions des Mandes et les traditions juives, et notamment à travers de la fête de Bloda Soussou. Je ne vous refais pas tout le détail, ce n'est pas la peine, c'est juste un rapide résumé. On a parlé des Chaglas et on a surtout parlé des Peuls. Les Peuls, qui sont un peuple aujourd'hui qui représente à peu près 65 millions de personnes, supranational, suprafrontière, et ils chevauchent différents pays. Donc, pardon, excusez-moi, un très grand peuple. Ce qui est très intéressant chez eux, c'est que la légende de leur origine, qui est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, est extrêmement proche du récit de la sortie d'Égypte que nous allons raconter vendredi soir prochain. On retrouve les mêmes noms, évidemment un peu déformés, le même récit, et Laroncière, qui est un historien du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle, dit que les Peuls sont des Juifs originaires de Palestine. Ça s'arrête là, on n'a pas beaucoup plus d'éléments pour le prouver, mais enfin voilà ce que dit Laroncière, quelqu'un de contemporain. Ça, c'était les royaumes juifs. Et puis après, nous avons commencé à parler des invasions arabo-musulmanes, notamment des Beni Hilal, ces Bédouins d'Égypte qui ont été envoyés, qui sont des voleurs, des gangsters, des voyous, qui ont été envoyés par les Fatimides égyptiens pour mater une dérive extrémiste de l'islam au sud du Maroc, au Maroc et au Maghreb en général. Alors, ils veulent purger ces pays des musulmans extrémistes. On leur donne une pièce d'or et un chameau comme rémunération, et 200 000 Bédouins, qu'on appelle les Hilaliens, vont déferler sur le Maghreb, et entre 1048 et 1058, en une dizaine d'années, vont commettre massacres, pillages, viols et destructions massives dans tout le Maghreb. Les royaumes juifs du sud du Maroc, dont je vous ai parlé là, sont détruits à cette occasion, et les judéo-berbères partent vers l'Atlas, donc vers la montagne, et vers le désert de Mauritanie, qui sont des zones de fuite et de refuge. Arrivent les Almoravides. Almoravides qui sont assez intégristes, même moins que les Almohades qui suivront après. Les Almoravides conquièrent le Maghreb en 20 ans. Les Juifs, le Maghreb et le Sahara sont victimes de cette conquête. Sijil Massa, qui est la capitale du Tafilalet, est dévastée. Les royaumes de Sousse et du Dra sont démantelés. Ça, c'est la conquête des Almoravides. Après, nous aurons d'autres sympathiques conquérants musulmans. Alors, Sijil Massa, la capitale du Tafilalet. Je vous remontre cette carte quand même pour que vous vous situiez. On est vraiment au sud du Maroc. Voilà, le petit rond là, c'est le Tafilalet, et le grand rond, c'est le Touat. Le Touat qui aujourd'hui est algérien, mais qui à l'époque était marocain jusqu'au début du XXe. Donc nous sommes vraiment vers le sud du Maroc, à l'entrée du Sahara qui se situe ici. Donc Sijil Massa est la capitale du Tafilalet. Elle se situe sur la route des caravanes entre Sijil Massa et Afdagost. Alors je vous ai renoté ce nom parce qu'il est un peu compliqué. Un instant. Bon, c'est fait exprès, c'est le dernier papier. Évidemment. Voilà. Afdagost. Afdagost qui est le correspondant de Sijil Massa au Sahara. On y reviendra tout à l'heure. Donc,
Un instant, il faut que j'enregistre, sinon je vais me faire gronder. Avdagos se situe au Ghana. Donc, vous voyez la distance qui est couverte de ces caravanes. Et donc, Sigil Massa, Otafilalet et Avdagos sont les deux extrémités d'une route caravanière très importante sur laquelle nous reviendrons. C'est le nœud central de plein de routes caravanières. Je vous avais montré une carte des routes caravanières. Et tout le long de ces routes, il y a des souks, il y a du commerce, il y a des marchés. Alors, Sigil Massa a des liens avec Fès, avec Tlemcen, avec Tombouctou et toute l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, il y a des liens entre Sigil Massa en direction du Touat et de l'Adrar mauritanien, vous voyez à peu près la carte, et également du commerce en direction de Bruges et de l'Europe. En 1362, Sigil Massa est dévasté par les Almohades, donc un groupe musulman encore plus intégriste qui dévastera d'ailleurs également l'Espagne et disparaîtra pratiquement de l'histoire. 50 ans plus tard, le commerce est détourné en direction de Tlemcen et du Touat. Sigil Massa est dévasté une deuxième fois à la fin du XIVe siècle et également sa sœur jumelle Aoudagost. Survivent donc, après toutes ces destructions, des Almoravides, d'abord des Hilaliens, des Almoravides et ensuite des Almohades, survit un grand royaume, le Touat, le royaume du Touat, Gourara. Alors, il y a 3 régions dans le Touat. Le Touat, c'est une grande région. Au nord-est, il y a le Gourara et au sud-est, il y a le Tidkelt. Ce sont des régions c'est à peu près similaire, mais enfin, l'ensemble fait partie du Touat, mais qui est quand même composé de 3 régions. Bien. En 1146, il y a un massacre de Juifs par des Almohades à Fès, à Tlemcen et à Marrakech. C'est ce qu'on a appelé la guerre sainte d'Ibn Tumert, Ibn Tumert étant le chef des Almohades. Nous en étions là et on avait commencé à parler du Touat, sur lequel nous allons donc nous étendre encore ce soir et même probablement la prochaine fois. Alors, c'est une province du Maroc qui, depuis le début du XXe siècle, grâce à l'intervention des Français, est devenue une province de l'Algérie. Mais à l'origine, le Touat est marocain. Il fait 60 km de large, 180 km de long, composé donc de 3 régions, ce que je viens de vous dire, et au XIVe siècle, on trouve au Touat 250 villages. Il est peuplé par une immigration au fil des siècles, entre le 2e et le 10e siècle. Tout ça, c'est ce qu'on a vu, hein, je ne fais que vous le répéter. Des judéo-berbères, des zénètes, qui sont aussi des berbères, des juifs d'Irak, des juifs d'Espagne et d'Arabie. D'Espagne déjà, donc très très tôt dans l'histoire. C'est une zone fermée, enclavée entre les montagnes, et donc une zone relativement protégée où les gens peuvent espérer être à l'abri des invasions, d'abord des Romains et plus tard des Arabes. Les Zénètes qui sont venus dans le Touat ont amené le dromadaire, très très important. On ne connaissait pas le dromadaire. Ils ont amené le dromadaire, le palmier dattier et le cheval sellé. Vous voyez, on touche là 3 éléments essentiels de l'économie et de la vie de ces régions. Le dromadaire, le vaisseau du désert, le cheval sellé qui permet d'aller plus vite et le palmier dattier qui est une source fondamentale de nourriture pour les populations. L'eau. Alors l'eau c'est quand même essentiel. Et de l'eau, ben, il y en a beaucoup dans le Touat, mais elle est en sous-sol, très loin. Et des Juifs, on pense que ce sont des Juifs, on l'attribue à des Juifs, ont amené une technologie extraordinaire qu'on appelle le Fogara, qui est, ce sont des kilomètres de tunnels qui sont creusés dans la roche en sous-sol, avec des résurgences d'eau tous les quelques centaines de mètres qui permettent d'irriguer les champs.
C'est quelque chose de fabuleux. Il y a encore des Fogaras en service aujourd'hui. Beaucoup sont ensablés. Mais il se trouve que, curieusement, hier soir, j'ai vu un documentaire sur le tafilalet où on a une technique assez similaire, c'est pas loin. On avait une technique assez similaire et on est en train de la remettre au goût du jour pour essayer d'en inspirer les économies modernes pour faire des économies d'eau. Ah, c'est quand même assez extraordinaire. On parle d'économie, d'écologie, et donc on a trouvé ce système et on le remet au goût du jour pour qu'il serve aux économies et à l'agriculture moderne. Donc les Fogaras. Alors, comme on a de l'eau, toutes les productions agricoles sont possibles. Des céréales, des dattes, du kohl, du henné, on en reparlera tout à l'heure. Manque de peau, ce sont des généralités que je vous donne là. La richesse de cette région attire des nouveaux venus qui sont très intéressés par ce petit coin de paradis. Donc, beaucoup d'immigrants arrivent, ça provoque des pénuries, et les pénuries vont provoquer des guerres. Et donc, on aura notre beau Touat qui va s'effondrer, mais pas tout de suite. En 1120, d'abord, ce sont les Hilaliens, nos fameux Bédouins d'Égypte, qui attaquent les Ksours qui sont les petites oasis le long des routes caravanières. Puis arrivent des tribus musulmanes en 1123, en 1137, 1142, et tout l'équilibre du Touat et la coexistence qui marchait très très bien entre les différentes ethnies, tout ceci est rompu, détruit. C'est à peu près ce que savent faire les Arabes de nos jours encore, détruire ce que les autres ont construit. Désolé de le dire, mais c'est comme ça. Voilà, 1269, les Juifs sont expulsés du Touat. Alors, quand ils sont expulsés, ils vont se rendre en direction du désert, évidemment. Et c'est ceux qu'on a retrouvés dans nos royaumes tout à l'heure. Les historiens arabes parlent d'une prééminence des Juifs en un certain temps au Touat. Et Sheikh Hamza Boubacar, qui était le recteur de la mosquée de Paris, a présenté un document il y a quelques années qui parle des Juifs de Tamentit, Tamentit étant la capitale du Touat, qui ont développé l'oasis. C'est une cité relais entre le Mali et Gao, entre Tombouctou et le Tafilalet, entre les Baléares et le nord de l'Europe, jusqu'à Verdun, le marché des esclaves blondes dont je vous avais parlé. Et aujourd'hui encore, alors qu'il n'y a plus de Juifs dans le Touat, la mémoire populaire se souvient du temps des Juifs, le temps des Juifs. Il y a beaucoup de preuves de la présence de caravanes dans toute la région depuis plus de 3000 ans, sous forme de stèles, de gravures rupestres et autres petits documents qu'on a découverts. Voilà. Nous en étions là. Et puis, long résumé, vous voyez, mais c'est nécessaire parce que c'est une histoire un peu compliquée quand même. Alors, l'économie du Touat repose sur l'agriculture, évidemment, mais surtout les sciences, le pouvoir et la religion. On trouve de tout à Touat. Tamentit, la capitale, voit au début les marchés du sel, des métaux, des céréales, des dattes, du tabac. Tiens, le tabac, ça c'est curieux. Je vous en parlerai tout à l'heure. Les étoffes et évidemment le marché de l'or. Les Juifs sont au cœur du marché. Il y en a beaucoup à Touat. Et comme ce sont d'habiles orfèvres, de très bons joailliers, ils tiennent et contrôlent entièrement le marché de l'or. Le marché de l'or est extrêmement important dans ces régions parce que l'or, on en trouve à gogo en Mauritanie et au Ghana. Comme il y avait de l'eau, grâce aux Fogaras, nos fameuses installations de résurgence, on trouve de l'agriculture, de l'élevage d'ovins et de chevaux, et Tamentit étant loin de tout, assez isolé, Tamentit c'est donc la capitale du Touat, je vous la montre, voilà.
Amentit est là. Seron, c'est le Touat. Et en rouge, c'est Amentit, qui est donc sur toutes les routes caravanières du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, Amentit est un point névralgique. C'est le grand centre de l'Afrique occidentale et c'est là que tout se concentre et donc toute la richesse aussi avec tous les marchés. Et d'ailleurs, les Juifs se déplaçaient, dit-on, en grand appareil. Et ça, c'est une leçon de l'histoire. Grand appareil, ça veut dire qu'ils montaient des chevaux sellés, ils étaient très bien habillés, ils portaient des éperons et des bottes et des turbans. Ce qui est une action détestable aux yeux des musulmans. Et évidemment, il va y avoir quelqu'un qui va venir. Ce sont les Almohades, ces musulmans très intégristes et qui vont mettre un peu bon ordre dans toute cette affaire. Les Almohades viennent, font ce qu'ils savent faire, ils dévastent tout. On pille, on rasie, on tue, on viole, c'est tout. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a tellement plus rien d'ailleurs que la situation change du tout au tout. Le Touat tellement riche est obligé d'importer des céréales, d'importer du bétail. Et tout ça, c'est la conséquence des guerres, des pillages, aussi quelques calamités naturelles. Le Touat ne peut plus nourrir ses habitants et il y a un texte qui apparaît qui dit « ni céréales, ni beurre, ni huile, tout est importé. Les habitants mangent des dattes mauvaises et des sauterelles. » Ah, sauterelles, ce n'est pas cachère. Alors, figurez-vous que pour se justifier, et je vous rends attentif là que c'est la grande force, la grande intelligence de beaucoup de rabbins du monde séfarade. Ils s'adaptent à une situation, ils savent être souples, ils savent tenir compte d'une situation environnante pour essayer de faciliter la vie aux gens. Et voilà qu'on a découvert que les sauterelles, d'abord il y a une variété de sauterelles qui sont cachères. Les Juifs du Yémen les connaissent. Nous, évidemment, on ne les connaît pas. Alors, mais ils ont trouvé qu'au Touat, les sauterelles avaient sur l'abdomen le dessin d'un taf. Un taf. Et donc, évidemment, c'est une bête du bon Dieu et on peut les manger. Explication qui est encore en cours dans les années 60, 1960, donc de façon tout à fait actuelle. Alors, l'agriculture, on avait du blé, pour dire la richesse de cette région, du sorgho, du mil, des légumes, des fruits, du coton, des dattes, du henné et du tabac. Les dattes étaient la base de l'alimentation des Touatiens, mais également on les exportait. Et les meilleures dattes s'appelaient Tinhoud. Tinhoud, c'est la date des Juifs. La date des Juifs. Donc, vous voyez, ils ont vraiment marqué de leur présence le Touat. Excusez-moi un instant. Le henné. Alors, le henné, tout le monde sait ce que c'est un arbuste dont les feuilles servent à la médecine, d'abord à la médecine, et à la coloration. Évidemment, on utilise également le henné dans toutes sortes de cérémonies, donc le fameux henné, mais au départ, c'est une plante médicinale. Et le tabac, on en a parlé tout à l'heure du tabac, mais le tabac, on le connaît dans la région dès le haut Moyen-Âge, donc bien avant l'Europe, qui importe le tabac d'Amérique. Il est connu en France à partir de 1516. Ça fait 300-350 ans qu'on connaît déjà le tabac au Maroc. Alors, le tabac, évidemment, ce n'est pas au départ quelque chose qu'on fume. Il est cultivé dans le Touat, il est exporté vers le Maroc, vers Tombouctou, mais il est aussi consommé sur place en poudre à priser et surtout en médecine. On fait des décoctions de tabac, on fait beaucoup de choses à base de tabac. Et il sert aussi de monnaie d'échange. On fait des cônes de tabac qui s'appellent tagba, tagba en berbère,
signifie tabac. C'est une monnaie d'échange, une monnaie de troc. Voilà pour le tabac. C'est une histoire curieuse qu'on ait connue plus de 300 ans avant l'Europe. Mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi de l'industrie. Alors, l'industrie au Touat, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord l'alun. L'alun, c'est je crois que c'est une cristallisation rocheuse. On en fait des pierres qui servent, qui sont cicatrisantes, etc. Il y a le sulfure d'antimoine, que vous connaissez beaucoup mieux sous le nom de colle, qui est répandu dans toutes les oasis et qui est utilisé alors, pour toutes sortes de choses, notamment pour enduire les poteries avant la cuisson, évidemment comme mascara, comme moyen de se faire belle pour les femmes. Donc, le colle très utilisé. Il y a également des diamants dans un village qui s'appelle Blad El Mas. Et puis, ça, c'est pour l'industrie. Puis alors, il y a l'artisanat, l'orfèvrerie, des bijoux, des monnaies. Ça, c'est essentiellement entre les mains des Juifs. On a retrouvé une lettre écrite en 1235 par un certain Ibrahim al-Touati. Ibrahim al-Touati. Et c'est une lettre, un échange de courrier avec un correspondant Kérot, donc en Égypte. Et on parle dans cette lettre d'échange d'or, de safran, de chemises, de tapis, etc. Et cette lettre est très intéressante parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses. D'abord, une vraie relation de confiance entre les commerçants juifs et arabes. Et vous allez voir pourquoi. Deuxièmement, l'existence d'un commerce transsaharien avec un réseau extrêmement bien constitué de transporteurs, de convoyeurs, parce qu'il faut protéger, d'agents de liaison, donc des gens qui mettent en rapport, de dépositaires, de fournisseurs et de revendeurs, le tout aux deux extrémités de la piste. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire-là, d'abord, grâce à cette lettre, on a des noms de juifs ou des noms arabes selon, et le nom des principaux intervenants, et surtout, on apprend dans cette lettre qu'on travaille à la confiance, tellement à la confiance que les prix sont fixés par le revendeur en fonction de l'état du marché. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est toujours, de nos jours encore, le vendeur qui fixe le prix. L'acheteur, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Là, le vendeur ne dit rien. C'est l'acheteur qui fixera le prix selon l'état du marché. Pour arriver à faire ça, ça suppose une formidable confiance aux deux extrémités de la chaîne. Et ça, c'est quand même très, très éloquent. Et c'est ce que nous apprend cette fameuse lettre. Alors, on apprend aussi qu'en 3 semaines, c'est très court, 2 caravanes sont organisées. Une du Touat vers l'Égypte et une d'Égypte vers le Touat. Sur 3 semaines, c'est quand même une grande distance. Ça veut dire que le commerce est extrêmement actif, extrêmement vif et très, très soutenu. Alors, les lettres sont écrites en arabe, mais en caractère hébraïque. Donc, effectivement, c'est un juif qui écrit, mais dans la langue de son correspondant. Alors, les échanges Europe-Maghreb sont nombreux. L'Europe vend plein de choses au Maghreb, du fer, de l'acier, de l'étain, des armes, des monnaies, des bijoux. Je vous en passe les choses les plus originales, si vous voulez. Ce sont des médecines comme le camphre, des parfums comme l'ambre et le musc, et des oiseaux, des gerfaux, des vautours et des faucons. Voilà, alors plein d'autres produits. Et à l'inverse, le Maghreb vend vers l'Europe d'abord des esclaves, on reviendra sur ce chapitre, des chevaux, du cuir, plein de choses aussi, mais un peu particulier, des métaux, du plomb et du mercure, des écorces, des herbes, des teintures, de l'indigo et du safran, de l'alun évidemment, des fèves, des dattes,
et des plumes d'autruche. Évidemment, les plumes d'autruche qui vont avoir un rôle très important dans le commerce de l'or. Nous allons voir ça tout de suite. La première richesse, ça c'est pour le Tuat. Donc, énormément d'échanges, qui est quand même très surprenant. On est là au 10e, 11e, 12e siècle. C'est la variété de produits qui sont expédiés dans les deux sens. C'est tout à fait surprenant. C'est un commerce énorme dans toutes sortes de domaines, avec beaucoup d'intervenants, et tout ça est huilé, fonctionne, marche très bien au-delà des mers. C'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Mais le commerce essentiel, évidemment, c'est l'or. C'est la première richesse de l'Afrique occidentale, d'où la puissance d'ailleurs du Ghana et du Mali. Alors évidemment, quand l'islam arrive, la première chose qu'il cherche, c'est l'or, évidemment. En 891, Al-Yaqoubi, un voyageur musulman, écrit « Il y a des mines d'or ». Ok, ça on le savait. 10 ans plus tard, 903, Ibn al-Faqih dit à peu près « L'or y pousse comme des plantes dans le sable. On le cueille au lever du soleil. » Bon. En 1068, c'est un peu plus sérieux, Al-Bekri est ébloui de voir que le roi du Mali est couvert de bijoux, d'une couronne d'or, et ses gardes ont des sabres d'or et des boucliers à poignées d'or. Ce n'est pas si les sabres en or servent beaucoup, ils sont très costauds, mais en tout cas, c'est ce que nous raconte El-Bekri. Alors, on échange de l'or contre toutes sortes de marchandises du Maghreb et on rapporte l'or en poudre. Alors, c'est ennuyeux parce que l'or en poudre, si un sac il est crevé en cours de route, et ben, l'or se déverse dans le sable et est perdu. Mais bon, on essaye aussi de le ramener en pépite ou en lingot, mais il se trouve que l'or est récupéré en poudre. Il semble que l'or se trouvait dans les lits des rivières et non pas sous forme de pépites, mais sous forme de poudre d'or. Alors, parfois, on va faire des petits lingots sur place, mais enfin, il y a un petit problème pour le transport de l'or. Alors, on apportait l'or à l'hôtel des monnaies de Kérouan ou de Sigil-Massa dans le Tafilalet, où il est fondu et frappé en dinars. Problème, quand on transporte de l'or, on est fréquemment attaqué par des pillards, par des rôdeurs, par des nomades. Alors, on avait trouvé un truc extraordinaire pour cacher l'or pendant les voyages. Vous savez que les plumes ont une espèce de colonne vertébrale au milieu qu'on appelle le rachis. Une plume de poulet, ça fait un petit rachis, petite colonne, mais la plume d'autruche, la grande plume, a un rachis très important. Donc, on évidait ce rachis et on glissait la poudre d'or à l'intérieur. Il faut dire quand même que c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de travail pour ramener quelques grammes d'or dans chaque plume, mais on arrivait comme ça à les faire arriver à Bonport, à Kérouan ou à Sigil-Massa. Cette histoire du rachis de plume d'autruche, c'est très récent, c'est Rabbi Seror, donc fin du 19e siècle, qui nous raconte cette histoire-là et qui a vu comment on transportait l'or au Sahara. Alors après le Maghreb, l'Europe et l'Orient, évidemment, vont s'intéresser également à l'or de la région. Et alors, ils ne vont pas s'y intéresser directement, ils vont passer par des intermédiaires qui se trouvent à Biskra, à Oran, à Bougie et évidemment à Sigil-Massa, toujours notre capitale du Tafilalet. Du 9e au 12e siècle, l'or d'Afrique a surtout enrichi les différentes dynasties musulmanes. C'était la raison d'être de l'envahissement des régions par les musulmans. Un récit nous rapporte que l'empereur du Mali, qui s'appelait Kankan Moussa, Koukan Moussa, pardon. Koukan Moussa, ce n'est pas très important, mais enfin, voilà, je vais noter le nom. Il se rend en pèlerinage à la Mecque. Et le récit nous rapporte l'étonnement des gens quand on le voit arriver.
il a une suite de plusieurs milliers de personnes. Il emmène avec lui 500 esclaves qui portent chacun une barre de 2 kilos d'or, donc un lingot de 2 kilos. De plus, il a un millier de serviteurs qui portent en tout 2400 kilos de poudre d'or. Et quand il arrive à la Mecque, il distribue 2000 pièces d'or aux pauvres. Et le résultat de toute cette magnificence, c'est tout à fait inattendu, le cours de l'or chute. Si on peut jeter comme ça l'or par les fenêtres, c'est que ça ne vaut plus grand-chose. Et le cours de l'or chute. C'est une petite histoire amusante. Mais l'or reste l'or quand même, et si le Maghreb connaissait les pièces d'or, l'Europe chrétienne, elle ne découvre les pièces qu'au XIIIe siècle. Auparavant, il se servait des pièces fabriquées, je vous l'avais raconté, qui s'appellent des maravédis en Espagne. Et à partir du XIIIe siècle, on frappe des pièces en Europe, à Gênes, le florin et également en Espagne. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des plumes d'autruche. Les plumes d'autruche, elles sont chassées depuis l'Antiquité pour leur viande, évidemment. Et puis, après, on va les chasser pour leurs plumes qui servent de parure aux hommes et puis ensuite aux femmes. Au Moyen-Âge, les plumes d'autruche ornent le panache des chevaliers. Vous avez tous vu des films du Moyen-Âge, enfin, qui reproduisent des scènes du Moyen-Âge avec une belle plume d'autruche sur le casque, sur le aume du chevalier. Ensuite, au XVIIe, XVIIIe siècle, les plumes d'autruche vont orner les chapeaux des hommes et des dames, à la Renaissance déjà, et les dames portent des plumes au chapeau et sur leurs éventails pour s'aérer un petit peu. Et puis, à partir de 1870, il y a une mode extraordinaire qui est lancée en France, la mode des boas. Après, il y a une chanson de Régine qui se baladait toujours avec un boa. Et donc, pour fabriquer ces boas, il faut des plumes d'autruche. Le Sahara est évidemment le premier fournisseur et les Arabes chassent les autruches pour la viande et vendent des plumes. Et puis, quand il n'y aura plus d'autruches au Sahara, on ira les chercher plus loin, au Soudan, également vers Tripoli en Libye et du côté de Essaouira, vers Mogador. Tout ceci pour satisfaire la mode à Paris et à Londres. Pour la petite histoire, une autruche produit 100 grammes de plumes fines, donc celles dont on se sert pour faire les ornements, 250 grammes de plumes blanches ordinaires et 1150 grammes de plumes grises ou noires. Or, en 1865, les Anglais ont acheté 5294 kilos de plumes d'autruche, 5 tonnes, un peu plus. On estime l'hécatombe à 50 000 oiseaux par an au Sahara. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'autruche au Sahara, c'est terminé. Voilà, ça c'est l'histoire des plumes d'autruche. Autre richesse de la région, le sel. Alors le sel, il est très courant au Sahara, est totalement inexistant et vital en Afrique noire, en Afrique occidentale. Et c'est pour le sel d'ailleurs qu'ont commencé dès l'Antiquité les caravanes et le commerce transsaharien et les échanges entre le sel et l'or. C'est quelque chose de vital et de fondamental. C'est la base du commerce entre un bout de piste, Sigil-Massar, et l'autre bout de la piste, Obdagost. En passant, ces caravanes vont s'arrêter dans les mines d'Olil, voilà, Olil, et le sel va être vendu littéralement à prix d'or. Alors, je m'explique. Une charge de sel d'un chameau contre 1 kilo d'or. Qu'est-ce que c'est qu'un chameau chargé de sel?
Là, vous voyez une caravane de chameaux chargée de sel. Là, vous avez sur les côtés, sur les flancs, vous avez des plaques. Ce sont des plaques de sel extraites donc des mines qui font grosso modo 40 cm de large, 80 et 10 cm d'épaisseur et qui pèsent chacune 40 kg. Donc, chaque chameau porte 4 plaques comme ça, qui fait 160 kg de sel contre 1 kg d'or. Voilà le tarif du sel dans ces régions qui ont cruellement besoin de cette matière première. À partir de 1070, la mine d'Olil est épuisée. Alors la route change, la route caravanière change vers une autre mine et passera par les marchés de Bouddha et de Tamentit au Touat. Ah, voilà. Tamentit est en train de pointer le bout de son nez. La nouvelle route du sel passe non plus par le Tafilalet, mais par le Touat. À Tegaza, on trouve une nouvelle mine. Et à Tegaza, il y a tellement de sel et tellement de sécheresse que les maisons sont construites en blocs de sel. Les fameux blocs que je vous ai montrés là, qui font 40 kilos, en fait, servent dans cette ville de briques pour construire les maisons. On est tellement sûr qu'il n'y aura pas d'eau, pas de pluie, c'est la sécheresse absolue qu'on construit les maisons en blocs de sel. Je ne sais pas si c'est très sympathique d'habiter là-dedans, mais enfin, voilà, c'est ce qui se faisait. Et évidemment, s'il avait plu, elles auraient probablement fondu. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de risques. Ça, c'est le commerce du sel. Donc, nous avons vu l'or, nous avons vu les plumes d'autruche, nous avons vu le sel. Prochain produit, le cuivre. Alors, le cuivre est très, très, très prisé en Afrique noire. Et il y en a des mines, il y a des mines de cuivre exploitées depuis la haute antiquité en Mauritanie. Alors, au Maroc, depuis le 9e siècle, donc un commerce très ancien aussi, le cuivre est envoyé au Soudan en échange d'or et d'esclaves. Encore un marché très ancien, là aussi. En pays Touareg, donc là on est dans le Sahara, carrément, le cuivre se vend en barres de 20 cm de long et sert de monnaie d'échange pour payer la viande et le bois. Et puis, quand il s'agit d'acheter du beurre ou des esclaves, les fameuses barres de 20 cm sont plus épaisses. C'est une autre mesure qui permet de faire du troc d'esclaves et de beurre. Le cuivre en bas est vendu en barres, en lames, en fil, et c'est un des principaux fret des bateaux génois au XIIe siècle et des bateaux vénitiens au XIVe siècle. Imaginez-vous, un des principaux produits de commerce au XIIe et au XIVe siècle avec les Italiens. Alors, contre le cuivre qu'exportaient les Italiens, les Génois ou les Vénitiens, les Noirs donnaient de l'or, du beurre de karité et bien sûr de très belles esclaves. Encore une fois, des esclaves. Ça nous amène à l'autre commerce pratiqué à l'époque. Il s'agit de la traite des esclaves. Alors ça, c'est un chapitre absolument désolant, mais il faut en parler. L'esclave n'est rien d'autre qu'une marchandise, comme le cuivre ou le beurre de karité. Kiff, kiff. Au Maghreb et en Espagne musulmane, ce sont toujours des échanges d'esclaves noirs contre du cuivre. Le Maghreb exporte des noirs et l'Espagne envoie du cuivre. C'est tout simple comme commerce. Il faut aussi préciser que l'offre d'esclaves sur le marché par les rois africains, et ça c'est très important de le souligner, parce qu'aujourd'hui, notamment en Europe, on est en train de se frapper la coulpe. Je ne dis pas que c'est bien d'avoir fait du commerce d'esclaves. Mais enfin, les Noirs ont pris une part très importante dans ce commerce et les Arabes aussi. Ça, on oublie de le dire. Ce sont que les Blancs, parfois les Juifs, M. Dieudonné, jamais les Arabes, jamais les Noirs. Or, le plus gros commerce d'esclaves a été pratiqué par les Arabes. Et je peux vous donner des chiffres. On a exporté 11 millions de Noirs
vers l'Amérique du Nord et du Sud pendant toute la période de la traite des Noirs. Sur ces 11 millions, 4 millions sont arrivés aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui à peu près 70 millions de Noirs aux États-Unis et les 7 autres millions ont été exportés vers l'Amérique du Sud. Parallèlement, dans la même période, les Arabes ont importé pour leur propre usage 17 millions de Noirs, d'esclaves noirs, 17 millions à comparer avec les 11 millions. Ces 17 millions d'esclaves noirs ont donné 0 descendance. Pourquoi? Parce que la première chose que faisaient les Arabes quand les Noirs arrivaient, c'était de les stériliser pour qu'ils n'aient pas de descendance. Et c'est important de le savoir, c'est important de le dire. Ces chiffres viennent d'un livre qui a été écrit par un Noir sénégalais. Je ne me souviens plus de son nom, je le trouverai. Il donne plein de détails sur cette histoire-là. Maintenant, d'où venaient ces esclaves? Pour partie de razzia, évidemment, et pour une grande partie de rois africains qui vendaient des Noirs, soit de leur propre tribu, ou plutôt d'une tribu voisine, et qui ont commis là un commerce phénoménal à leur propre profit. Et d'ailleurs, ils avaient aussi des esclaves noirs à leur propre service. Entre parenthèses, il y a 2 tribus, terrain d'exercice des Allemands en 1912-13, 2 tribus de Namibie qui ont été exterminées par les Allemands, mais vraiment exterminées. C'était les 2 principales tribus fournisseuses d'esclaves noirs. Voilà, une autre histoire, je ne veux pas rentrer plus en détail, mais voilà. Sachez que les rois africains avaient une offre abondante d'esclaves et ils n'étaient pas que pourvoyeurs, ils étaient également utilisateurs. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Kankan Moussa, qui arrive à la Mecque avec 500 esclaves noirs dans sa suite, portant chacun une barre de 2 kilos d'or. Les Noirs, nous dit un historien, n'ont été qu'une marchandise aux mains de commerçants arabes, musulmans et leurs correspondants chrétiens. Le Maghreb achète des femmes et des filles. Alors, on apprend là qu'en 1353, une caravane de Takeda à Fès emmène 600 jeunes filles. En 1500, Léon l'Africain, qui est un personnage connu, nous rapporte qu'à Gao, il y a un marché d'esclaves où on vend des hommes, des femmes et des enfants qui ont été volés de nuit aux nomades du désert. On ne voit aucun mal à cela. C'est une marchandise. Ce qui est terrible, c'est que ces pratiques sont souvent accompagnées d'une terrible cruauté et il y a une telle mortalité dans les caravanes d'esclaves suite à des mauvais traitements, suite à une heure de soif ou de faim, qu'on raconte qu'un étranger peut aller de Fezzan en Libye jusqu'à Bornou au Tchad en suivant la route indiquée par les squelettes de ces malheureux morts des coups ou de soif. Donc une route jalonnée de squelettes. Un voyageur rapporte en 1940, ça c'est récent, avoir trouvé 2 squelettes récents retenus l'un à l'autre aux chevilles par une chaîne. 1940, c'est pas vieux. Donc le trafic se poursuivait. Il n'est pas tout à fait arrêté d'ailleurs. Évidemment, c'est moins important, ça ne va plus vers les pays chrétiens, mais il y a toujours encore un certain esclavage qui perdure. Alors, très souvent, sur les marchés d'esclaves, on trouve quelques blancs qui ont été razziés en mer Méditerranée ou ailleurs par des pirates. Et parmi eux, il y a pas mal de juifs qui sont pris après des razzias ou après des descentes contre une ville ou un village. Alors, il faut que je vous touche un mot de Tlemcen. Ah, mais Tlemcen, ce n'est pas au Maroc. Tlemcen, c'est en Algérie. Oui, sauf que Tlemcen était au Maroc. Fut un temps où Tlemcen était au Maroc. Et donc, c'est une ville charnière avec tout ce commerce de toutes sortes.
Vous allez voir pourquoi je vous en parle, parce que nous allons revenir à notre problème des esclaves et les juifs. Alors, il y a un Tlemcen, il y a commerce de l'or, du cuivre et évidemment des esclaves. Et ce commerce a fait la fortune des régions de Tlemcen, Sijil Massa et Tunis. Tlemcen est aussi une route de carrefour et elle s'enrichit. C'est un centre de commerce entre l'Europe et l'intérieur de l'Afrique. Et les Vénitiens et les Génois viennent à Mers-el-Kébir ou à Honein, qui est le port de Tlemcen, avec des marchandises européennes qu'ils échangent contre de la poudre d'or, de l'ambre gris, des plumes d'autruche et évidemment des esclaves. Pour un armateur, 1 ou 2 voyages de ce genre suffit à faire fortune. Vous allez savoir qu'il fallait armer le bateau, payer les gens, payer les marins, et il y avait toujours le risque déjà de sombrer, pas des grands navires comme aujourd'hui, et puis d'être attaqué. Il y a un pari, mais il ne faut pas beaucoup de voyages pour faire fortune. C'est bon. Et des réseaux familiaux vont s'installer dans l'import-export et s'installent aux 2 extrémités de la piste. Ça, c'est absolument extraordinaire, entre l'Italie et le Maghreb. Ils investissent même pas mal d'argent pour aménager de nouvelles pistes caravanières avec des puits, avec des haltes et avec des gardes également. Il fallait quand même protéger toutes ces caravanes. Tlemcen, c'est la fin de la piste qui part de Tombouctou en passant par le Touat. C'est pour ça qu'on y fait référence. Le Touat se retrouve de nouveau au centre de ces routes caravanières. Évidemment, tout ce beau commerce attire toutes sortes de convoitises et notamment des convoitises européennes. Les Portugais s'installent au Cap Bojador et dans la baie d'Arguin en 1443. Alors, Cap Bojador et la baie d'Arguin, c'est dans le ventre de l'Afrique, c'est au sud du Maroc, c'est au niveau du Sahara marocain, donc au sud, tout à fait au sud du Maroc. C'est avant d'arriver dans les pays d'Afrique noire occidentale. Et ils vont pénétrer l'Afrique occidentale à partir de ces ports. Et ils vont arriver dans ces ports, non pas par le Maroc, mais par l'Atlantique, pour éviter justement de contrer les Marocains. Et ce commerce se développe. On rapporte beaucoup de poudre d'or de pays inconnus, c'est ce que nous disent les navigateurs. Et évidemment, des tensions vont naître avec les Maghrébins une fois que ces Portugais se seront installés un peu plus tard au nord du Maroc, là, pour le coup, au niveau de Ceuta et juste de l'autre côté de la pointe espagnole. En 1446, João Fernandes, alors figurez-vous que j'ai cherché à savoir qui était ce João Fernandes. J'ai trouvé à peu près 250 réponses, donc j'étais absolument incapable de faire le tri. Je n'ai que ce nom, probablement un navigateur, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il séjourne plusieurs mois chez le chef mort de Mauritanie qui s'appelle Ahmed Maïmoun. Ahmed Maïmoun, traduction, le juif Maïmoun, roi de Mauritanie. Ahmed Maïmoun, surprenant. C'est ce qu'il nous raconte. En 1447, Antonio Malfante, ça c'est un monsieur dont on reparlera la prochaine fois. Antonio Malfante, c'est un Génois de Majorque, séjourne à Tamentit, donc la capitale du Touat, 45 ans avant la destruction du Touat par les Almohades. Et il nous fera un rapport, ça nous en parlerons la prochaine fois. 1455, un Vénitien, Alvise Cadamosto, je ne vous ai pas noté tous ces noms parce que franchement, ce n'est pas utile, juste pour dire, décrit les pistes des caravanes d'or du Mali au Maroc. Tout ça corrobore tout ce que je vous ai raconté, ce n'est pas inventé.
il y a une réalité et elle est corroborée par toutes sortes de témoignages. Et les Portugais vont continuer, ils vont atteindre la Gambie, le Cap-Vert, toujours dans le ventre de l'Afrique, et Tombouctou. Tombouctou, on vend beaucoup de draps, de serge et d'étoffes de Lombardie que donc les Portugais amènent sur le marché de Tombouctou. Ils sont arrivés par l'Atlantique, c'est ce que je vous ai dit, de façon à contourner l'Afrique. Maintenant, pour faire ces voyages, il faut des cartes. Et les cartes, ça, c'est pas tellement évident. Alors, les cartes sont nettement améliorées grâce à des cartographes systématiquement juifs majorcains, les juifs de Majorque. Pourquoi leurs cartes sont si fiables? Parce qu'en fait, ils sont renseignés par les juifs qui organisent des caravanes. Eux savent les chemins, les routes, les chemins de traverse, etc. Donc, les caravaniers juifs saharadiens apportent des renseignements et la situation des villes et des États, et les cartographes de juifs de Majorque vont pouvoir établir des cartes. Le trafic Maghreb-Espagne est également favorisé par la présence de musulmans et de juifs des deux côtés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de confiance entre eux. Donc effectivement, même entre l'Espagne et le Maghreb, c'est des musulmans et des juifs qui tiennent ce marché, bien que malmenés. Ce sont de très habiles commerçants, les juifs, et c'est eux qui tiennent les marchés. Maintenant, dans tout ça, le cas le plus intéressant, c'est effectivement Majorque, qui est une plaque tournante pour la reconquista chrétienne. C'est important. Nous sommes là au XIIIe siècle. Et un juif majorcain qui s'appelle, je vous garde encore quelques instants. Oui, je vous garde encore quelques minutes si vous voulez bien. D'abord, on a commencé en retard. Un juif majorcain qui s'appelle Mordechai ben Aaron Bakri. Tiens, Bakri, c'est un nom qu'on connaît, mais ça n'a rien à voir avec l'acteur. Mordechai ben Aaron Bakri. Ce monsieur vit alternativement, rendez-vous compte, la sophistication de ce commerce. Il vit alternativement à Majorque et à Fès. Il a une villa là, et il a une maison là. Et il va de l'un à l'autre, il organise son business et son trafic. Il fait des affaires des deux côtés, évidemment. Et comment est-ce qu'il peut faire ça avec tellement de sécurité grâce à ces fameuses cartes qui sont fiables pour se déplacer? Vous savez, établir des cartes, ce n'est pas quelque chose d'évident. La cartographie est une science relativement récente. Alors, on avait bien sûr un tas de cartes déjà, mais qui étaient complètement fantaisistes, qui ne correspondaient à aucune réalité de terrain. Là, on a des choses précises et ça va encore s'affiner. Alors, les cartes de Majorque sont essentiellement des routes de caravane, familières aux Juifs, évidemment, alors que les cartes musulmanes sont des cartes plus politiques. Politique, c'est bien, mais ce n'est pas en prise avec la réalité du terrain. Les cartes juives sont des cartes de route de caravane. Voilà, ça nous donne ça. Toutes ces lignes, ce sont des routes caravanières qui traversent d'est en ouest, du nord au sud, et on peut se baser là-dessus, évidemment, pour se déplacer. Les caravaniers juifs renseignaient, grâce à des contacts étroits avec la réalité du terrain, à la différence des musulmans. Et de cette façon-là, ils facilitent la route pour tous les juifs d'Europe qui veulent voyager vers l'Afrique. Les premières vraies cartes sont établies par Abraham Crescas, ça c'est un nom que vous avez déjà entendu, en 1375, Abraham Crescas, et elles sont établies pour l'Atlas de Charles V. Cet atlas existe encore aujourd'hui, il est à la Bibliothèque nationale de France. Elles sont très détaillées, ces cartes.
Mais parfois, elles sont assez amusantes parce qu'il va situer un pays et il va dessiner le roi assis sur un trône d'or pour signifier qu'il y a beaucoup d'or dans ce pays. Il va aussi parfois désigner une ville avec des dessins qui sont d'inspiration chrétienne, qui n'ont rien à faire au Sahara ou dans le Maghreb en général. Donc voilà, il y a un peu de fantaisie dans ces cartes, mais par contre, les routes sont d'une extrême précision. Voilà. Alors, par exemple, le roi du Mali est présenté avec une énorme pépite d'or dans ses mains. Le roi du Maroc est présenté avec des symboles de royauté chrétien, qui n'a pas beaucoup de sens, évidemment. Mais il travaille d'après les renseignements qu'il reçoit. Il n'était pas sur place, Crescas. C'est les voyageurs juifs, les organisateurs de caravanes qui lui donnent les renseignements. C'est là-dessus qu'il se base pour établir ses cartes. La Roncière qui est un historien, on en a déjà parlé tout à l'heure, de la fin du 19e, début 20e siècle, dit que la cartographie était le monopole des plus fameux cartographes juifs des Baléares, donc de Majorque. Isaac Nafucci et Ephraim Belchoum, Isaac Nafucci et Ephraim Belchoum sont des mathématiciens, c'est ce que nous a écrit la Roncière, et sont maîtres pour les instruments de navigation et d'astronomie. Abraham Crescas, dont on a déjà parlé, et son fils Yehuda sont eux renommés pour leurs cartes. Et sur leurs cartes sont mentionnés les centres commerciaux transsahariens de Sijilmassa, de Tamentit, de Tombouctou, ainsi que les commerces pratiqués par les chrétiens. Voilà, donc c'est pas mal détaillé. Il y a un problème. Il y a un problème. Excusez-moi. 1391, c'est le début des pogroms en Espagne et des conversions obligées des Juifs. Partout, ça va durer un siècle, cette histoire-là. Ça commence en 1391 et tous les grands cartographes sont emportés par les persécutions chrétiennes. Il ne reste plus que, ils n'ont pas le choix, c'est la conversion ou la mort. Et donc, il y a des conversos. Il y en a un premier qui était né Yehuda Crescas, le fils d'Abraham Crescas, et il va accepter la conversion, reste un conversos et devient James Reeves, après conversion. On a des cartes qu'il a établies, parce qu'il a beau être converti, il ne reste pas moins un juif compétent. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas tout à fait compris, les chrétiens. Il y a un autre fils d'Abraham Crescas qui s'appelle Chaim Avenerish ibn Crescas, Chaim Avenerish ibn Crescas, et qui devient un très grand cartographe très réputé, il s'appelle Gabriel de Valseja. Gabriel de Valseja. Il y a un autre juif encore, converti toujours, qui s'appelle Metzia de Villadeste, qui réalise en 1413 une carte de l'Afrique et du Sahara avec les routes transsahariennes de l'Est. Donc, une carte avec les routes transsahariennes, d'Est en Ouest. Et sur ces cartes, à toutes les étapes, il y a des Juifs, partout, partout, partout. Il y a des Juifs, alors qu'ils sont plutôt en perte d'influence au Maghreb. Les Juifs sont extrêmement présents encore dans le commerce caravanier. Alors, en perte d'influence au Maghreb à cause des invasions almohades et almohavides d'abord, mais ils sont très présents dans le commerce caravanier. Entre Marseille et l'Ifriqiya, il y a un très grand commerçant juif dans les années 1248, et ce commerçant envoie en Berbérie, donc vers le Maghreb, des peaux, de la soie, du safran, des clous de girofle et des monnaies d'argent. Autre chose, les Juifs sont extrêmement importants en tant qu'intermédiaires
entre les États du Maghreb et l'Europe. L'Europe méditerranéenne, évidemment, Italie, Espagne. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des correspondants des deux côtés. Donc, ils sont chargés d'affaires, souvent même ambassadeurs. Ils ont véritablement un entre-genre très important sur ce commerce transméditerranéen. On a un personnage qui s'appelle Marzor ben Abraham ben Halal, Marzor ben Abraham ben Halal, et Mordechai ben Aaron Bakri, dont on a parlé tout à l'heure, qui ont des résidences et une double nationalité à l'époque déjà. Une double résidence, une en Italie et une au Sahara, ou entre l'Espagne et le Sahara. Ils travaillent donc des deux côtés de la Méditerranée et ont évidemment une formidable puissance. Le commerce de Tlemcen, dont on a parlé tout à l'heure, s'occupe essentiellement d'or et d'esclaves entre le Soudan et l'Europe. Et les Juifs sont majoritairement monnayeurs, orfèvres, tout métier inconvenant pour les musulmans. Vous le savez que les musulmans ne s'adonnent pas au commerce de l'argent, évidemment. C'est une des raisons d'ailleurs des relations de tolérance à l'époque entre les musulmans et les Juifs, parce que les Juifs font ce que les musulmans refusent de faire. Et ils aiment le travail de bijouterie des Juifs. Je m'arrête là parce que la prochaine fois, nous allons parler de la relation des Juifs dans le commerce d'esclaves, parce qu'ils ont été partie prenante là-dedans, mais vous allez voir, souvent pour de bonnes raisons. Donc, nous parlerons de ceci. Et puis, on parlera de la lettre d'Antonio Malfante, dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, une lettre très intéressante. Et après, nous parlerons du cauchemar des Juifs du Touat, parce que toute cette belle histoire de business international, transméditerranéen et transsaharienne va se terminer brutalement avec des horreurs terribles. Donc, le cauchemar des Juifs du Touat par un monsieur initié essentiellement par un certain bonhomme qui s'appelle Abdelkrim El-Maghili. Voilà. Et puis, si on y arrive, on parlera encore des Portugais à Ceuta, mais ça, c'est pas sûr. Voilà pour ce soir. On a beaucoup travaillé. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Toda Rabba Georges. T'en prie. Voilà, les réactions. En attendant, Refoua Shlema, Georges. Oui, je crois. Pardon? Refoua Shlema. Ouais, ça ira. Ça passera avant les contributions. À toi, il y a Lily, Pessar Kacher, Sameach, on vous envoie. Pessar Kacher, Sameach à tout le monde et profitez bien des fêtes de famille et en famille avec les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Amen.